en direct avec Louis Alliot, candidat sans étiquette du RN, comme j'ai coutume de dire, qui a survécu au premier tour des élections. Enfin, on n'en doutait pas un seul instant. Et donc, j'ai retrouvé, il n'y a pas longtemps, un article de Valeurs Actuelles qui disait en 2014, pour une même finale, un fauteuil, 2 pieds noirs pour un fauteuil. Et comme c'est un duel, moi je suis plutôt Sergio Leone. Et je dirais, en 2014 c'était pour une poignée de pieds noirs, et là 2020 c'est pour quelques pieds noirs de plus. Moi je vous trouve assez semblables tous les deux, excusez-moi, pas physiquement. C'est pas gentil. Je suis pas là pour être sympa, monsieur Alliot. Qu'est-ce qui vous distingue? Je poserai la même question à monsieur Pujol, parce que finalement, à part le parti, voilà, enfin moi je suis de gauche, je vous trouve pareil. Et mes amis de gauche disent la même chose. Ben, c'est pas tout à fait vrai, puisqu'ils appellent à voter pour lui. Ah, Ce qui n'est pas mon cas. donc c'est que les gens de gauche sont de droite. C'est que les gens de gauche, oui, grosso modo, ont basculé vers une espèce de droite molle, mondialiste et sans saveur, dont M. Pujol est le représentant emblématique, voilà. Mais voilà, qui se ressemblent, s'assemblent. D'accord, alors, mais c'était couru d'avance. On aurait pu faire l'économie d'un premier tour, on aurait évité de choper le Covid. Moi, j'ai toujours dit que... C'est chronique d'un résultat annoncé. Moi, j'ai toujours dit que je préparais un duel. Mmh. Voilà. Parce que je savais très bien que Mme Langevin irait à la soupe, parce que Mme Delga lui demanderait de se retirer. Elle en a distribué Place République, maintenant elle y va. Exactement. Et Romain Gros, de la même manière, Paris lui demanderait de se retirer. Donc, ces gens-là, n'ayant pas les épaules assez larges pour résister à la pression des appareils politiques, il était évident qu'ils se retireraient. Ils auraient dû le dire avant, d'ailleurs. Mais je crois que c'est M. Pujol qui a vendu la mèche sur BFM en disant qu'ils avaient un accord entre eux. Ils auraient dû le dire au départ. Et même, je vais vous dire, j'avais fait un communiqué sur le sujet, ils auraient dû même faire une liste ensemble. Au moins, ça aurait réglé beaucoup de problèmes. Alors, on va aborder l'ambiance du premier tour. Est-ce qu'il a donné des vrais résultats? Parce que, bon, il y avait cette espèce de mort qui planait au-dessus avec le Covid. Les personnes âgées ont peut-être pas osé sortir, etc. Est-ce que finalement, et pareil pour le deuxième tour, est-ce qu'on nous a pas volé l'élection en fait? Alors, il y a un problème de participation, mais en allant voir un peu plus près la participation à d'autres élections, c'est pas non plus catastrophique. Hein. Par rapport aux législatives, par exemple, ce n'est que 4 points de plus qu'aux élections législatives, l'abstention. Alors qu'aux législatives, on vote quand même pour le Parlement de l'Assemblée nationale, le Parlement de la Nation. Là, ce sont des municipales, c'est vrai, 4 points de plus par rapport aux législatives, mais c'est pas non plus... voilà, il y a des gens qui sont allés voter, ça représentait quand même quelque chose, même si c'est vrai, à mon avis, beaucoup de votants dans toutes les familles politiques ne se sont pas déplacés aux urnes. Et j'ai trouvé, je l'ai écrit maintes et maintes fois, qu'on n'a pas eu le temps non plus, dans le cadre de la campagne, de parler de la ville en fait. On a parlé des gens, mais pas de la ville, pas des projets. Alors là, que maintenant, il reste que vous deux, est-ce que vous pouvez... Est-ce que vous avez vu dans les autres débats, vous, en France, qu'on a parlé des projets? Non, mais ailleurs, je m'en fous, j'y vis pas. Non, mais c'est pas ça. C'est votre système médiatique qui veut ça. Ah bon, c'est moi qui gouverne tout, moi. Mais non, mais c'est vous qui faites des médias, c'est pas moi. Mais c'est ça, voilà, c'est une surenchère comment on appelle ça, à l'information rapide, à l'information immédiate. Et d'ailleurs, les chaînes de télévision en continu jouent un rôle, à mon avis, très négatif pour le débat public. Mais c'est comme ça, voilà, ça fait partie du système, c'est l'américanisation de la vie politique. On peut dire qu'on n'est pas content, on peut dire qu'on est contre, on peut essayer d'en corriger les effets. Vous avez tenté de le faire avec le débat, oui. Avec le débat, le premier débat qui a eu lieu. Avec Maïté, Torres et Johanna. Mais vous avez vu que derrière, ça a été un débat où François vous convoque à Montpellier pour faire le débat de premier tour. Alors apparemment, il n'y aurait qu'un seul débat, et à France 3 et à Montpellier. Non, c'est confirmé. Je ne confirme pas, c'est une affaire de fou, puisqu'il y aura presque 5 ou 6 débats. Bon, est-ce que vous croyez qu'à 2 en finale, il faut faire 6 débats? Ben ça dépend. En fait, ça dépend de la qualité des journalistes. C'est pas ça. C'est pas le nombre de débats, c'est la qualité. Alors, au départ, France 3, évidemment, convoque à Montpellier, mais via Occitania aussi. Ah. Dans les locaux du Midi Libre, et l'Indépendant convoque à Perpignan. Bon, finalement, j'ai l'impression qu'ils ont réglé leurs problèmes, et on va avoir qu'un seul débat à Perpignan
pour France 3 et pour l'Indépendant. Mais on a France Info qui veut faire un débat, etc., etc. Moi, j'aurais préféré qu'on fasse, à la limite, 2 grands débats thématiques. Mais 6 débats, ça rime à quoi? On voit bien que, voilà, chacun veut son débat, chacun veut faire parler de lui pour son audimat ou je ne sais quoi. Ah oui, là, je vends son vachement, lectorat, là. et puis on verra bien. Donc, l'idée, c'est que, moi, j'ai vu sur les réseaux sociaux, ça débat pas, ça se bat. Ça se chicaille. Les punchlines. Voilà, et encore, quand elles sont bien écrites, elles sont fautes. Et je sais de quoi je parle. Donc, oui, mais écoutez, parce que vos partisans aussi participent de ça, Louis Dans Alliot, les premiers débats, qu'est-ce qu'il y a eu dans les premiers débats? Il y a eu mes adversaires contre moi. Oui. Bon. Mais entre eux, ils ont passé leur temps à se décaniller les uns les autres. Au débat de l'Indépendant, c'était Pujol contre Gros, Langevin contre Pujol, Ripouille contre Gros. Ils avaient une bataille entre eux, une primaire en quelque sorte, pour savoir lequel des 3 ou 4 allait sortir en seconde position. Et donc ça a tué tous les débats. On n'a parlé de rien, sauf des punchlines, et même à votre débat que vous aviez organisé, j'étais la cible principale de Mme Ripouille, c'était caricatural. Parce qu'il y avait d'autres choses à dire que de parler systématiquement de moi. Mais c'est malheureusement, elle a cru que c'était une stratégie qui allait être payante. Je ne crois pas. Elle avait eu la chance d'avoir à côté d'elle le prince des ténèbres. Elle voulait montrer qu'elle existait, c'est normal. L'image de Sanche Jordi face au dragon. Revenons à nos moutons. L'idée, c'est que fondamentalement, alors vous, maire de Perpignan, on va commencer par là, puis après on parlera de l'agglo parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé finalement. C'est quoi le premier truc que vous faites symboliquement fort? Est-ce que vous allez rencontrer la reine d'Angleterre? Vous appelez Poutine? Faites quoi? Je vais faire le tour des services de la mairie pour rendre visite à tous les employés. Et ça demande déjà beaucoup de travail pour aller parler aux services. Et ensuite, je fais un audit, parce que je ne suis pas persuadé que ce que me raconte M. Pujol sur la gestion de la mairie de Perpignan soit conforme à la réalité du bilan dans un certain nombre de domaines. Et donc, je préfère confronter les écrits de M. Pujol avec des expertises extérieures pour savoir réellement quelle est la situation de Perpignan. Parce qu'entre l'agglo, on en parlera tout à l'heure, et Perpignan, il y a un mélange des genres, on ne sait pas très bien à qui appartiennent les choses. Un temps, c'était le même directeur de cabinet qui faisait... C'était M. Sidja qui officiait, maintenant directeur des HLM pour les deux. Mais bon, sans Perpignan... Est-ce que vous rencontrerez M. Sidja pour qu'il vous débriefe un peu sur les activités Écoutez, M. Sidja est occupé à faire campagne en ce moment dans les HLM de Perpignan. Ça, c'est une autre affaire c'est parce qu'il aime Renault qu'on réglera plus tard. Mais voilà, je pense que de toute façon, il faut rencontrer tout le monde. Voilà. Parce que ça nécessite non seulement de rassurer, mais de remettre aussi un peu les choses en perspective et un certain nombre de choses au point. Alors, on vous attend sur la sécurité, et je vous ai déjà posé la question. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la politique de jeunesse, parce que je trouve que la jeunesse est délaissée. Bon, alors vous me direz, c'est une ville de vieux, une canicule, il n'y a plus d'habitants, mais peut-être que... c'est pas tout à fait vrai, regardez. On a été protégé du Covid, qui a fait beaucoup de dégâts dans les populations âgées. C'est pas vrai. Perpignan est une ville... Il n'y a pas que des vieux, contrairement à ce que vous dites. Donc, est-ce que il y a des actes, non, mais il y a des actifs, mais il y a beaucoup aussi de personnes qui veulent faire quelque chose et qui ne peuvent pas. Et ça, c'est un problème de laisser un peu d'initiative, pas que dans la jeunesse d'ailleurs. Vous avez plein de forces économiques qui veulent faire des choses et qui sont systématiquement bridées par le pouvoir central que représente celui du maire de Perpignan et du président Pujol me dit qu'il est pour l'initiative privée. D'ailleurs. Dans les discours, mais dans les actes, on ne peut pas dire que ce soit la réalité des choses. Donc voilà. vous êtes un libéral finalement. Pas libéral, moi je... Si vous êtes pour l'initiative privée. Oui, non, mais... Évidemment qu'on est tous pour l'initiative privée, à moins de vouloir revenir en Union soviétique ou d'aller vivre au Venezuela. Mais c'est un très beau pays. Mais peut-être, je ne sais rien, je ne suis jamais allé, peut-être que j'irai un jour. Mais le problème n'est pas là. Le problème est qu'il y a des atouts considérables à Perpignan qui ne sont pas exploités. Il y a un certain nombre de personnes qui arrivent avec des projets. Ces projets ne sortent jamais. Il faut savoir pourquoi. Voilà. Et je pense que M. Pujol a été un frein au développement économique de la ville. Mais revenons à la politique de jeunesse. Est-ce que vous allez faire une politique de jeunesse qui a été totalement abandonnée par M. Pujol? Il y a déjà beaucoup de choses à faire dans les écoles.
Oui. La jeunesse, elle commence aussi dans les écoles, hein, et qui manque de l'éducation, donc. Qui manque d'équipement, qui a besoin de sécurité, mais aussi qui a besoin de perspectives d'emploi. Parce que si les jeunes, vous leur donnez que le chômage à la sortie de l'école, eh bien, vous aurez la situation que nous connaissons dans bon nombre de quartiers. Donc la principale politique de la jeunesse à mener, c'est d'abord une politique pour l'emploi, voilà, pour leur donner des perspectives et un avenir. Et je pense que là, il y a matière à faire beaucoup de choses, mais comme vous le savez, l'économie est devenue désormais une compétence à la fois de la région et de l'agglo. Donc, j'allais dire, c'est ensemble qu'on doit travailler à l'avenir. Voilà. Alors, il y a aussi là où on vous attend pas ou peu, c'est la culture, parce que le Front National, on sait, comme on dit chez moi à la gauche, on sait. Alors, est-ce que vous avez prévu une politique culturelle et pas une politique de vitrine culturelle, ce qui somme toute n'est pas la même chose? C'est toujours pareil. Moi, je me suis entouré de quelqu'un qui fait partie du monde culturel perpignanais. Alors, certains Marion Bravo? Non, je déconne. Certains j'allais dire, s'en sont fait les échos. Les gorges chaudes. Les gorges chaudes. Il n'en demeure pas moins qu'André Bonnet, sur le milieu culturel, connaît ce milieu de la culture, leur parle, travaille avec eux. Et là encore, beaucoup de choses existent à Perpignan. Évidemment, il faudra les continuer. Mais beaucoup de choses sont à créer et sont à développer. Et ils ne l'ont pas été pour X raisons. Et est-ce qu'il vous a fait des propositions déjà en amont, en anticipant, André Bonnet? Bien sûr, on a bâti un programme culturel ensemble. Ah oui, alors est-ce que vous pouvez nous en parler? C'est ce que... Oui, d'abord, aller sur mon site, oui. Mais ensuite, on pourrait parler de tout ce que l'on va faire en matière, par exemple, de musée, en matière de spectacle, en matière de scène nationale, je pense au grand festival de musique gitane que je promeus, je vous signale depuis maintenant. Oui, vous êtes cohérent, je veux dire. Oui, mais ça, pour l'instant, c'est jamais arrivé jusqu'aux oreilles du maire. Oui, oui, d'accord. Mais il croit peut-être que les gitans n'existent pas, que c'est des gens déguisés. Il y a l'école des beaux-arts qu'on pourra réouvrir, peut-être pas, évidemment, d'une manière académique, puisque nous sommes tenus par le ministère de la culture, mais peut-être que l'on peut faire... Enseignement supérieur, que l'on peut faire, j'allais dire, d'une autre manière, avec des professionnels qui sont intéressés par ça. Et puis, il y a toute la mise en synergie du patrimoine de Perpignan, de la signalétique, des musées, bref, tout ce qui aujourd'hui manque à Perpignan. Mais pour le reste, je veux dire, tout ce que je peux entendre dans le milieu culturel, s'ils arrivent, ça va être abominable, Visa va s'arrêter, etc. Tout ça, c'est du bidon, parce qu'on ne peut pas arrêter quelque chose qui fonctionne. En revanche, on peut améliorer les choses, on peut proposer des choses, et la dernière chose que j'ai proposée, et on y travaille activement, c'est le fameux, vous savez, Puy du Fou, c'est-à-dire la scénographie culturelle sur l'histoire d'ici, que l'on va créer étape après étape, avec des moyens financiers évidemment venus de l'extérieur, mais avec les conseils de l'équipe de Philippe de Villiers, et qui est quelque chose qui fonctionne. Alors évidemment, le Puy du Fou, c'est un peu la vitrine, mais ça a été créé à Tolède l'année dernière et l'année d'avant. Ils attendent 1 million quand même de visiteurs. Nous, on commencera petit, mais c'est quelque chose à développer, parce que beaucoup de gens parlent de l'histoire d'ici, mais je me suis aperçu que même ceux qui en parlent la connaissent pas très bien. Or, il y a beaucoup de périodes, la période romaine, la période médiévale, et même jusqu'à la période moderne, avec que ce soit la retirade ou l'arrivée des Pieds Noirs et le camp de Rivesaltes et les Archives. Bref, on peut faire 1000 choses pour montrer l'histoire du Roussillon, l'histoire de ce que les gens appellent la Catalogne Nord, l'histoire d'ici en tout cas. Oui. Et je pense que ce serait un projet fondamental, pas seulement pour la culture, mais pour l'économie du département des Pyrénées-Orientales. Alors, vous voulez faire un musée de la judaïcité ou de l'histoire juive de la ville? Alors, ça fait sens, parce que effectivement, notamment au Moyen-Âge, il y a eu un gros passage, je pense. Et il reste quelques vestiges qui n'ont jamais été mis en valeur. Couvent des Minimes, notamment le puits d'ablution d'eau froide. Oui, mais justement, voilà. Donc, on le visite que quand on le demande à la mairie, ça ne se visite pas comme ça. Eh bien, profitons-en pour le faire. Ça montrera que Perpignan est aussi une ville, j'allais dire, où beaucoup de cultures ont coexisté. Et ça permettra à tous ceux qui viennent à Perpignan de se rendre compte de la richesse de tous les apports culturels qu'il y a eu dans cette ville frontière, en quelque sorte. Alors, on va parler de l'agglo. On va sauter comme ça d'une piste à l'autre. L'agglo, il n'est pas forcé que vous l'ayez. Il semblerait que des gens veuillent
vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, vous n'avez pas l'agglo, veuillent se liguer. Alors, est-ce que en amont, sans balancer les noms, parce qu'ils vont se faire tabasser, vous avez contacté des maires qui sont prêts à vous soutenir pour que vous ayez, en plus de la mairie de Perpignan, et l'agglo, ce qui est important, puisque depuis la loi NOTRe, le maire n'a plus autant de pouvoir que ça. Oui, mais c'est, je veux dire, l'agglo ne peut pas fonctionner sans Perpignan. Mais inversement, Perpignan ne peut pas fonctionner sans l'agglo. Donc, je veux dire, il n'y a pas de, il n'y a pas de promotion personnelle à avoir des uns ou des autres. Il y a une table, tous les maires se mettent autour de la table et discutent du projet, des financements et de la manière dont on gère démocratiquement l'agglo. Si c'est pour qu'un clan, en l'occurrence les anciens amis de M. Pujol ou les amis de Pujol, prennent le pouvoir, le confisquent et fassent la guerre à Perpignan, ce sera totalement stérile pour tout le monde, parce que je ne suis pas quand même né de la dernière pluie, et il y a moyen de se défendre. Moi, ce que je propose, c'est un contrat de gestion. Voilà. Et dans ce contrat de gestion, tout le monde, j'allais dire, parle de la même voix, et a le même poids, en tout cas autour de la table, même si, évidemment, en matière démographique, ce n'est pas le cas. Donc, j'attends le 28 juin. Oui, il faut commencer par le début. Exactement, pour pouvoir ensuite me projeter sur le reste, mais je discute avec des maires de l'agglo sans aucun problème. Il faut dire que l'étiquette LR a beaucoup reculé quand même sur le territoire de l'agglomération de Perpignan, et il y a beaucoup de divers droites. Et que ces divers droites, ils ne joueront pas l'intérêt d'un parti, ils joueront plutôt l'intérêt du territoire. Parce que tout le monde a l'intérêt de jouer précisément collectif plutôt que personnel. Alors, une fois, admettons que vous soyez élu, c'est un peu la théorie des dominos, parce que ça va impacter les sénatoriales, ça va impacter, à mon avis, le département, enfin les départementales qui sont, et indirectement les régionales, voilà. Alors, c'est aussi pour ça que les gens ont peur que vous gagniez, n'est-ce pas? Non, mais les gens n'ont pas peur. Les gens, ils ont peur de quoi? Ils voient bien comment ça se passe ailleurs. Et dans toutes les cas de figure, les collectivités n'appartiennent pas aux élus. Les collectivités font partie de la collectivité, elles appartiennent à tout le monde. Le département, j'espère bien qu'il va basculer. Et d'ailleurs, la gauche m'a donné, j'allais dire, un avantage considérable, puisqu'elle va disparaître pendant 6 ans du conseil municipal. Je trouve que c'est le plus beau cadeau que la gauche ait pu faire, c'est celui de disparaître pendant 6 ans de plus du conseil municipal, ce qui va contribuer à les voir disparaître de la majorité du conseil départemental, parce que je veux dire, c'est mathématique. Même sans tirer des plans sur la comète, les cantons, la prochaine fois de Perpignan, si je suis maire, ont beaucoup de chances j'allais dire, de se rallier au maire de Perpignan. Pas peut-être à 100%, mais même à 90%. Il y a 6 cantons, je crois, qui dépendent de Perpignan. Donc ça fait 12 élus. La majorité est à 17. Il y a la Salanque, il y a la Glie, il y a un certain nombre d'autres cantons avec lesquels nous faisons des scores. Bon, bref, voilà, moi je regarde ça d'une manière détachée, mais je me dis que quand même ce département risque de basculer ailleurs qu'à gauche. Et une fois que le département aura basculé, on ne sait où, mais on verra bien, là, c'est Mme Delga qui sera en ligne de mire, parce que Mme Delga a passé son temps d'une manière assez sectaire à nous prendre pour cible inutilement. Même si je reconnais que la région a donné un certain nombre de financements dans des projets du département, et c'est très bien, parce que ce n'est pas l'argent de Mme Delga, c'est quand même le nôtre, et donc c'est normal qu'elle en distribue un peu à tout le monde. Mais je pense c'est le concept de l'argent public qui n'est pas évident. Oui, mais c'est un rapport médiéval à la thésaurisation de l'argent public. On est bien placé ici pour savoir, quand on a vu la guerre que se sont livrés les Alduis et les Bourquins, que malheureusement, cette notion d'intérêt général n'était pas toujours la notion qui permettait de gérer les affaires publiques. Donc, je me dis que la région sera là aussi un beau combat. Pourquoi ? Parce que maintenant, vous avez vu que Mme Belloubet... J'allais vous le dire. ...s'est lancée dans la bataille. Or, moi, je connais un peu la région toulousaine, comme vous savez. Mme Belloubet à Toulouse, ça pèse un peu. Elle a été vice-présidente de la région, elle a été conseil municipal, même de Toulouse. Elle est de la gauche. Et donc... C'est bon de le rappeler. Oui, c'est bon. Parce que là, c'est pas évident, je veux dire. Mais pourtant, elle en vient. Et donc, avec Mme Delga, ça va être quand même une bataille très sérieuse dans la partie Midi-Pyrénées. La partie Languedoc-Roussillon, c'est perdu pour la gauche. Il n'y a plus à peine à discuter.
mais dans la partie Midi-Pyrénées, ce qui va quand même créer les conditions, à mon avis, de la défaite de Mme Delga et du Parti Socialiste à la tête de la région. Voilà, donc c'est une prophétie. Alors, reviendons à Perpignan. Je vous sais marin, et Perpignan, quand est-ce qu'on pourra garer son bateau dans la Basse? Est-ce que vous avez des projets justement sur faire ce que Fresh avait fait? Non, faut pas non plus. Non, pas creuser un tunnel. Je vais vous dire, déjà nettoyer la tête, Ouais. les berges de la tête et rendre agréable toute cette partie qui traverse Perpignan, c'est déjà un grand projet en soi. Parce que l'aménagement des berges, il y a aussi l'aspect routier des choses. On s'aperçoit maintenant dès qu'il y a une crue, à la fois en matière d'esthétique, en matière de pratique. Là, à mon avis, il y a un sujet à creuser et sûrement des propositions à faire pour l'avenir pour rendre cette partie-là de Perpignan beaucoup plus agréable que ce qu'elle est aujourd'hui. Mais pour m'être renseigné avec des ingénieurs, des paysagistes, etc., c'est vrai que c'est pas aussi évident que cela. Ça demandera Il y a des lois aussi en matière d'environnement qui ne permettent pas le drainage, par exemple. Oui, d'accord, mais quand il y a des lois aussi qui sont absurdes, qui ne permettent pas d'aller, j'allais dire, couper des arbres qui mériteraient d'être coupés au sein même du lit de la rivière. Oui, non, parce que je me dis, ça y est, il a attrapé la même maladie que M. Pujol. Non, ne vous inquiétez pas. C'est juste en passant la tête après les crues que l'on voit les dégâts que ça a causé. Mais depuis que la dernière crue a eu lieu, là, ça commence quoi cette semaine? On n'avait toujours pas vu de nettoyage, ni des berges, ni du lit de la tête, ni de quoi que ce soit. Et je pense que voilà, il faut se préoccuper sérieusement, j'allais dire, de l'aménagement de cette zone-là et de la sécurisation de cette zone-là. Parce que systématiquement, désormais, quand il pleut, on connaît la suite. Oui, on ferme les passages à guet, ça c'est de l'homophobie. Non, mais pas seulement là, mais avec la 116, c'est une affaire qui concerne tout le département. On a un gros souci de ce côté-là. C'est pareil, qu'ont fait les élus depuis maintenant 40 ans qu'ils gèrent ce territoire, à droite comme à gauche, pour la 116, pour le TGV, pour l'aéroport. Enfin bon, on pourrait multiplier les problèmes. On a des problèmes de transport. Ça paraît fou. Voilà. Et comme on est géographiquement isolé, c'est hyper important. On est entouré de montagnes et de mer, donc si on n'a pas de... Le Covid a accéléré les choses. Par exemple, la ligne aérienne Perpignan-Paris. Je crains qu'on ne revoie plus la ligne Perpignan-Paris-Orly. Ah ouais. Puisqu'elle est déjà Perpignan-Paris-Charles de Gaulle, ce qui quand même pour les gens qui vont faire des hommes d'affaires ou des médecins, ou tous ceux qui pratiquent cette ligne-là, c'est pas un cadeau, Charles de Gaulle et Roissy, pour arriver au centre-ville. Bon, et quand vous savez que vous n'avez pas de TGV, que vous êtes contraint maintenant par la ligne aérienne, et que, bon, on se dit là maintenant, il va quand même falloir qu'il se passe quelque chose. Parce que sinon, je ne vois pas comment ce département pourrait se développer au-delà de ce qu'il connaît aujourd'hui. On parle de transport, je vais ressortir une vieille affaire. Le train des primeurs. Mais c'est incroyable, vous avez deviné. Là, on continue discrètement de le démonter. Vous, maire de Perpignan, président d'Aglo, est-ce que vous peserez tout votre poids à Paris? Parce que c'est à Paris que ça se passe. En tout cas, je ferai le déplacement auprès de la ministre de l'écologie, si elle est toujours là, parce que j'ai l'impression qu'il va se passer des choses. Madame Borne. Après ces élections municipales. C'est un peu Patrick Hernandez, Born to be alive. Je crains que ça soit un peu... oui. Qu'il y ait du remaniement dans l'air. Je ne sais pas qui en aura affaire, mais il y a des sujets comme celui-là qui mériteront une attention particulière, en sachant que, par exemple, les Espagnols, et notamment... les Barcelonais, les Catalans, Mercat d'Alborn, n'attendent pas après le ministère de l'écologie français ou je ne sais qui pour placer leur pion et pour anticiper ce que seront demain les transports, et notamment les transports de marchandises et de frais vers Roissy et vers l'Europe du Nord. Donc là, il y a un sujet très important qui peut impacter gravement Saint-Charles, et j'espère que tout le monde sera vigilant sur cette affaire. À ce propos, vu que vous parlez des Barcelonais, ça tombe bien, moi je les aime bien, je parle catalan, c'est vachement pratique quand on y va. Est-ce que vous allez vous mettre au catalan pour vous-même avoir des discussions avec la Generalitat? Est-ce que les Catalans se sont mis au français?
Oui, alors oui. Alors déjà, oui, après c'est une génération, les nouveaux parlent anglais. Mais oui, notre génération parle toujours français. Moi, je n'ai pas de problème avec le catalan, je le comprends. Je vous ai déjà expliqué plusieurs fois qu'ayant une grammaire valencienne, c'est une langue qui parle alors, à mes oreilles. Valencien, encore vous partagez quelque chose avec Monsieur Pujol. Il n'est pas valencien, si. Si, d'origine, les Pujol, avant d'arriver là-bas, ils étaient de Valencia. Vous m'apprenez quelque chose. Moi-même, le peu de catalan, c'est du Valencia qui s'est perdu en Picardie, comme quoi. C'est pas un problème, la langue, ça viendra tout seul, j'allais dire en pratiquant. D'accord. Voilà. Mais ça me gêne pas de parler ou de tenter de parler, en tout cas de me faire comprendre dans la langue que je comprends assez bien. Alors l'université de Perpignan, est-ce que vous irez rencontrer le nouveau ou actuel, on ne sait pas où on en est d'ailleurs, président de l'université pour mettre en cohérence l'activité de la ville et celle de l'université? Non mais attendez, moi si je suis maire, ou plutôt quand je serai maire, je serai maire de tous les Perpignanais. Et je ne vais pas m'interdire d'aller voir évidemment tous les acteurs de la vie économique, scolaire, universitaire, culturelle de Perpignan. Il n'y a aucune raison. Et donc tous les projets qui existent avec la ville continueront d'exister. Et on pourra même développer, tout le monde pense à cette université que tout le monde appelle de ses voeux, de médecine, transfrontalière. Dont vous avez parlé souvent, mais effectivement, qui mériterait qu'on regarde de plus près, parce que beaucoup d'étudiants d'ici, beaucoup de nos enfants sont obligés tout simplement d'aller ailleurs pour aller apprendre, ou pour aller passer, ou pour aller préparer. Ça coûte énormément, et du coup, socialement, c'est plus évident pour un fils de bourgeois, si j'ose marxiser mon discours, que pour un fils de prolétaire d'aller faire des études de médecine. En plus, il y a quelques incohérences, parce que Perpignan, qui est une ville de 120 000 habitants, une ville comme Dax a son antenne. CHU, Nous, non. Nîmes, le CHU de Nîmes devait être à Perpignan. L'hôpital est un vrai sujet. Beaucoup de médecins se demandent à ce que les politiques se réinvestissent dans l'hôpital, et notamment la mairie au sein de ce conseil d'administration dont elle est membre, parce que c'est vrai que dans les grèves qu'on a connues, dans les mobilisations des urgentistes, etc., il faut le dire, les élus locaux, en tout cas la municipale, a été très en retrait par rapport au combat qui aurait dû être mené. On a vu aussi, à un moment donné, tout le monde s'est affolé au moment de l'épidémie. Et c'est là qu'on voit que, effectivement, si on s'en était occupé un peu mieux, peut-être on aurait eu moins de crainte au moment où l'épidémie est arrivée sur Perpignan. Et là, beaucoup de médecins sont d'accord et travailleront sans aucun souci avec la municipalité pour améliorer les choses. Alors, il se trouve que le président du syndicat majoritaire des médecins est un Catalan, c'est M. Jean-Paul Ortiz, néphrologue. Je connais très bien, c'est mon néphro. Et donc, est-ce que le rencontrer vous semblerait utile? Déjà, je le croise souvent dans l'avion, parce qu'il est souvent à Paris. Mais oui, je pense que, et pas que lui, vous savez, il y a beaucoup de médecins, mais c'est vrai que lui a un rôle particulier dans l'hôpital. Évidemment, je le rencontrerai. Et évidemment qu'il y aura à l'hôpital beaucoup de soutien apporté, et surtout beaucoup d'anticipation sur des crises à venir. Parce que la crise que nous avons vécue d'une manière assez soudaine, avec les conséquences qu'elle a eues, et pas que, je vais dire, sanitaires, conséquences économiques que nous allons connaître maintenant. Oui, c'est la deuxième vague. La vraie deuxième vague sera économique. Elle méritait quand même une anticipation, et toutes les affaires qu'il y a eu autour des masques, du gel, bon, voilà, ça, je pense que, et j'espère qu'on ne le connaîtra plus, parce que c'est en grande partie responsable de la Bérésina que la France a démontré, malheureusement, dans cette affaire de Covid-19. Alors, on va revenir à un sujet qui est lié directement à la campagne. Vous fîtes venir, dans un premier temps, le maire de Béziers. Qui revient. Oui, voilà, j'allais vous le dire. Alors qu'en 2014, vous fîtes venir Marine Le Pen. La question, c'est, vous me direz, autre temps, autre mœurs, ça n'a rien à voir, mais en quoi l'utilité le message est différent? D'abord, en 2014, c'est moi qui m'étais déplacé à Béziers pour soutenir Ménard. Oui, voilà. Mais Ménard a démontré une chose très claire, c'est qu'élu la dernière fois en triangulaire à 40 et quelques pourcents, aujourd'hui, il a été élu au premier tour à 68. Ce qui démontre, je pense... Pour un anti-68 heures comme lui. C'est sûr. Une adhésion populaire à son projet, à la manière dont il gère la ville.
Ménard, ici, a une popularité. Moi, je l'ai répété pendant la campagne. Monsieur Amiel aime beaucoup. Monsieur Amiel aime beaucoup, mais pas seulement. Beaucoup de Perpignanais regardent ce qui se passe à Béziers. Et il y a... on entend beaucoup parler de Béziers s'est amélioré, Béziers va mieux, même si beaucoup reste à faire. Et moi, j'aimerais que M. Ménard vienne parler, et vienne d'ailleurs jeudi, au monde économique, parce que beaucoup d'acteurs de l'économie, évidemment, regardent cette élection, j'allais dire, non pas avec curiosité, mais veulent s'y investir, veulent savoir. Et ils ont besoin de savoir, à Béziers, le prix de l'immobilier, la relance économique, la fiscalité, comment se passe la gouvernance. Voilà. Et il vient un peu pour rencontrer un certain nombre de chefs d'entreprise de l'agglomération et discuter avec eux. Alors, je ne sais pas si M. Ménard a fait beaucoup pour le verre et a planté des plantes, mais vous, justement, la dernière fois qu'on s'est vu en interview, vous m'avez parlé pour la première fois d'environnement. Alors, vous en êtes avec les chewing-gums à la chlorophylle? Oui, je pense que l'environnement, c'est une préoccupation désormais partagée par tout le monde. Hein. Mais un maire, comment ça, à part planter des légumes et des potagers, comment ça peut faire? Oui, en plantant des arbres aussi, en évitant d'en couper. Voilà, en végétalisant. Mais il y a plein de sujets qui sont communs à tous les candidats. Oui. Je veux dire, végétaliser. Combien vous en plantez? C'était le truc à Paris. Cadeau, moi je veux dire, non, tapis, moi j'en mets 20 000. Végétaliser les places, un problème là aussi de comment on appelle ça, de retraitement des déchets, mais de collecte des déchets aussi. Comment rendre certains quartiers plus propres en y faisant participer évidemment les habitants, parce que la citoyenneté... Pensez à Saint-Jacques? Mais pas que. Parce que vous avez vu que tout le monde parle de Saint-Jacques, et vous avez vu que sur l'esplanade des Invalides à Paris, une fois que les gens sont partis, tout est par terre. Le problème des Invalides, c'est qu'on a du mal à se baisser, vous le savez. Non, oui, m'arrêtez. C'est un jeu de mots qui peut ne pas être risible. Ouais. Mais voilà, donc je veux dire, c'est un problème de pédagogie, c'est un problème culturel, et ce n'est pas que Saint-Jacques, mais il va falloir qu'on y mette un terme, parce que je pense que Perpignan ne peut plus avoir que cette image de ville d'insécurité, de ville sale et de ville de chômage. Ce n'est pas possible. Voilà. Alors justement, vous avez dit insécurité, on va quand même un peu l'aborder. Oui. Écoutez, avec maintenant on a des gangs of Tchétchènes, des gangs de Moldaves, enfin on ne sait plus, enfin alors c'est quoi, c'était qui l'assassin? Ne faites pas de mauvais esprit, puisque j'ai vu oui, mais je m'arrête de bosser là. Jean-Marc Pujol sur CNews l'autre jour, il a dit, mais monsieur Alliot raconte n'importe quoi, tout va bien. Il a dit les chiffres sont bons, il y a pas, c'est pas Marseille, il n'y a pas d'armes, de fusils d'assaut, etc. En fait, c'est lui qui ment, parce qu'il y a de gros soucis désormais de guerre des gangs, on va dire. Oui, apparemment, oui. Ou de guerre de territoire, résultat de même. Ou de mise en place de marchés, et évidemment de gens qui gardent ces marchés, qui contrôlent ces marchés. Et il y a aujourd'hui un vrai danger, une vraie guerre, qui pour l'instant, et je touche du bois, n'a pas fait de mort à Perpignan, mais qui pourrait en faire très vite si on ne prend pas le problème rapidement à bras-le-corps. Donc, il se gargarise d'avoir la plus belle police municipale, la mieux équipée, etc. Tout ça, très bien, d'avoir des caméras non parfait. Et puis, ça sert à quoi d'avoir tout ça si on ne met pas fin au trafic et à la guerre qui a lieu dans un certain nombre de quartiers? Mais là aussi, il faut remettre de la police de proximité, il faut remettre les commissariats que d'ailleurs M. Macron a enlevé, celui du Moulin à Vent, celui du Vernet. Vous êtes comme Chevènement, vous croyez à la police de proximité? Écoutez, les résultats à l'époque étaient un peu meilleurs que ceux que l'on connaît aujourd'hui, quoi qu'on en dise. Alors, la police nationale n'a plus les moyens. Vous avez vu tout le débat aujourd'hui sur la police nationale, qui est en train d'ailleurs de dériver vers du n'importe quoi. Donc, la carence de l'État oblige les maires à intervenir. C'est la police municipale qui doit faire de la proximité, qui doit tenter d'empêcher un certain nombre de choses, qui doit aussi faire du lien avec la population. C'est aussi par le renseignement dans les quartiers qu'on saura qui fait quoi. Du renseignement, carrément. Je vous taquine, mais ça fait peur. Mais ils en font. Heureusement que les policiers vont au contact pour avoir de l'information. Oui, voilà, faites remonter l'information et tout le monde... Mais c'est pas faire remonter, c'est qu'il faut aller la chercher, l'information. Parce qu'il y a des gens aussi qui ont peur. Il y a des gens qui s'autocensurent. Il y a des gens qui n'osent pas. Parce que il y a aussi la loi du plus fort. Et quand c'est l'anarchie dans ces quartiers, et quand c'est la loi du plus fort,
eh bien c'est la République qui recule et c'est évidemment la citoyenneté qui ne s'exerce plus tout simplement. Alors moi je dirais plutôt le chaos que l'anarchie, parce que j'ai eu une certaine idée de l'anarchie, mais ceci est une autre histoire. On approche de la fin du début de cette interview. La question, imaginez que je sois Clotilde Ripouille, imaginez que je sois Vincent Malherbe, enfin, imaginez que je sois tous ceux qui n'ont pas appelé à voter pour vous. C'est peut-être un malentendu, vous pouvez peut-être encore les convaincre. Qu'est-ce que vous leur diriez? Alors que vous n'êtes pas méchant, c'est une vieille blague entre nous. Non, moi je leur dirais deux choses. Il faut être cohérent dans la vie. On ne peut pas passer une élection à taper sur le maire sortant, à dire de tout sur son bilan, sur sa manière de gouverner, sur ses résultats, pour au deuxième tour, tout d'un coup, appeler à voter pour lui au prétexte qu'il y aurait un danger qui d'ailleurs n'existe pas. Alors il faut être cohérent. Il y a deux choses. D'abord, le vote n'est pas qu'un droit, c'est un devoir. Et vous pouvez tout à fait aller voter blanc. Et moi, si je n'avais pas au deuxième tour mon candidat, je me déplacerai voter parce que c'est important et je ne voterai ni pour l'un ni pour l'autre. Louis Alliot, merci. Merci.